matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Randy Alloz. Bonjour à vous. Alors, on va récupérer votre son tout de suite. Je rappelle que vous êtes président des Républicains Overseas en France. Et avant de vous donner la parole, je fais un petit récapitulatif. On le suit tous les jours en ce moment, ce qui se passe entre Israël, l'Iran et puis évidemment les États-Unis, Donald Trump. Et hier, il y a eu ce coup de chaud. Et on va vous passer, chers amis, les extraits de Donald Trump furieux envers son allié israélien. Mais d'abord, vous vous rappelez, donc, dans la nuit du 21 au 22 juin, on a eu les tirs d'Air Force One, enfin de United States Air Force, les bombardements contre 3 sites de programme nucléaire iranien. Ça, on l'avait suivi ensemble. La riposte iranienne qui a suivi le 23 juin, avec notamment ces tirs contre la base militaire d'Al-Udeid, base militaire américaine au Qatar. Il y en a eu d'autres en Irak, notamment. Et puis, dans la nuit du lundi au mardi, 24 juin, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu. Une annonce de cessez-le-feu qui, nous, le matin, quand on a pris l'antenne, était particulièrement cernée d'incertitude, puisque les bombardements continuaient entre Israéliens et les tirs iraniens, qui se sont poursuivis d'ailleurs jusqu'à la fin de la matinée. Et puis, on a eu cette vidéo justement de colère de Donald Trump. Mardi, Trump furieux envers Israël. Je vous ferai la traduction en direct, je vous propose de l'écouter. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Alors, dès qu'on a passé l'accord, Israël a lâché un paquet de bombes, le plus gros paquet qu'on ait jamais vu avant. Je ne suis pas content d'Israël. Quand je dis maintenant, vous avez 12 heures, vous ne sortez pas dès la première heure pour lâcher tout ce que vous avez. Je ne suis pas content de l'Iran non plus. Mais je ne suis vraiment pas content d'Israël, qui est allé ce matin à cause d'une roquette qui n'a pas atterri. Et qui a été tirée peut-être par erreur, ou qui n'a pas atterri. Je ne suis pas content de ça. Alors là, on a la dernière phrase vraiment d'un président en colère. Nous avons essentiellement 2 pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent pas what they are fucking doing. Voilà. Pour le dire en anglais et ne pas utiliser de gros mots ici à l'antenne, bien sûr. Et là, ça a été suivi d'une autre vidéo un peu plus tard où le président Trump a déclaré qu'il ne voulait pas de régime change, comme on dit, de changement de régime en Iran. Écoutez ça. Non, je ne veux pas avoir de changement de régime. J'aimerais que tout se calme le plus rapidement possible. Un changement de régime nécessite du chaos. Idéalement, nous ne voulons pas avoir autant de chaos. Vous savez, les Iraniens sont de très bons commerçants, de très bons hommes d'affaires. Ils ont beaucoup de pétrole. Ils vont s'en sortir. Ils devraient pouvoir s'en sortir. Ils devraient pouvoir reconstruire leur pays. Ils n'auront jamais d'armes nucléaires, mais à part ça, ils devraient bien s'en sortir. Voilà, je dis nécessite le chaos, c'était plutôt engendre le chaos. La traduction était un peu mauvaise. Voilà, donc ce qui se passe en ce moment, Donald Trump qui peut-être finalement, on en avait parlé hier avec Pierre-Yves Rougeron, notamment sur cette stratégie de Donald Trump, aurait-il coupé l'herbe sous le pied de son allié israélien pour permettre justement de circonvenir, on va dire, le conflit et faire en sorte qu'il ne s'embrasse pas. C'est toutes ces questions qui se posent encore et que je suis ravie de pouvoir poser à Randy Alloz. Quelle est votre analyse, Randy Alloz, sur d'abord ce coup de chaud peut-être de Donald Trump et puis sur la stratégie plus généralement de Donald Trump? La stratégie de Donald Trump aussi est dépendant aussi de sa politique plutôt globale dans la région, et j'estime qu'il y a un rôle très important qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est le rôle du Qatar. Le Qatar est un rôle central dans ces négociations de cessez-le-feu, et les intérêts des Qataris, et comme on doit rappeler au public, les Qataris, c'est le plus grand soutien financier des frères musulmans. Et ils ont dit dans leur guerre contre Israël qu'il y aura une alliance entre les islamistes chiites et les islamistes sunnites contre Israël. Et ils savaient pertinemment, les Qataris, que si demain
le régime de Mollah tombe, leur arme militaire à travers le monde allait disparaître. C'est via l'Iran qu'ils arrivent à financer le Hamas, qui était une organisation sunnite soutenue par les frères musulmans et qu'on sait depuis longtemps qu'il y a une alliance entre eux aussi sur le réseau en Syrie, au Hezbollah, on sait pertinemment. Et les Qataris voulaient assurer la stabilité du régime en place, il allait perdre la main sur la région si demain il tombait. Les Qataris ont fait un pari depuis longtemps. Les Qataris se sont extrêmement doués pour s'infiltrer à niveau politique, économique et médiatique dans l'Occident. On a vu les scandales des Qatargate, on voit comment ils ont accueilli M. Trump pendant son voyage dans les pays du Golfe et qu'ils ont promis des investissements autour de 900 millions de dollars aux États-Unis. Ils jouent un rôle très important, stabilisateur économique et géopolitique et médiatique. Et ils ont bien compris comment gérer les choses. Et c'est eux, à certains moments, qui ont sauvé les mollahs. Et M. Trump a voulu faire une concession, certainement, parce que, quelque part, je pense qu'il devait satisfaire les Qataris d'un côté. Il devait satisfaire aussi le régime chinois, parce que demain, s'il y a une grande déstabilisation dans la région, il y aura une forte explosion des prix du pétrole c'était une promesse qui, à mon avis, il a fait au grand pouvoir et d'un côté. Ensuite, il y avait aussi les côtés américains qui se sont dit, on veut stabiliser à court terme, moyen terme, les islamistes, mais comment on va faire? Je veux dire qu'ils ont bombardé, ils ont retardé, ils ont affaibli le régime iranien. Donc, c'est ce qui a été fait. En même temps, ils comprennent que c'est l'intérêt peut-être d'Israël de pousser vers le changement de régime, mais entre vous et moi, les Américains, M. Trump a un double discours. Tout ce qu'il dit n'est pas nécessairement, ne devait pas pris à 100%. Vous avez vu les charades qu'il avait fait avec M. Netanyahu par rapport à l'attaque contre l'Iran. Cette attaque était déjà projetée et planifiée depuis longtemps en cas d'échec des négociations pour le démantèlement du programme nucléaire et balistique des Iraniens. Donc, elle a été projetée, comment aujourd'hui, elle a été projetée depuis longtemps par qui? Par l'administration Trump, il faut savoir que la destruction des sites nucléaires était déjà programmée militairement depuis 15 ans. Depuis déjà l'époque Obama, ils ont dit qu'ils avaient les bombes pour détruire les sites nucléaires iraniens, mais les précédents n'avaient pas le courage. Et c'est seulement les conditions ont été réunies aujourd'hui que les Israéliens peuvent détruire les défenses aériennes et par rapport et affaiblir le régime militaire iranien pour permettre une attaque par les Américains dans de bonnes conditions sans trop de risques. C'est les Israéliens qui ont offert aux Américains cette opportunité. Si cette opportunité n'a pas été présentée, il n'y aura pas eu une attaque sur les sites nucléaires. Et en même temps, quand on parle des changements de régime, vous avez oublié, M. Trump, il y a quelques jours, a dit dans un tweet, peut-être ça sera bien de faire un changement de régime. Pourquoi il a changé tout ça? Vous savez, d'un côté, on dit une chose, mais tout ce qui se passe après dans l'ombre avec les services de renseignement, il y a souvent des changements de régime. On n'en parle pas. Quelque part, c'est l'interdit d'en parler, mais dans l'Occident, il y a des renversements de régime qui se passent très souvent. Et à mon avis, il y a des luttes internes en Iran aujourd'hui pour le pouvoir. Vous savez qu'il y a une population qui est réprimée, c'est les Kurdes. Ils sont dans le nord, ils ont un pouvoir important et qu'il y a certainement, malheureusement, c'est le peuple iranien qui va en subir les conséquences aujourd'hui. Il y aura une éradication de toute opposition et il y aura un purge important dans la société iranienne, mais aussi c'est une opportunité pour les militaires, les princes héritiers du Shah aujourd'hui, et il dit qu'il était en contact avec des leaders militaires qui l'ont contacté pendant la campagne militaire d'Israël contre l'Iran. Ils disent qu'ils souhaitent un changement de régime et je pense que c'est encore possible, mais en même temps, Monsieur Trump est dans cette situation où il doit assurer une certaine stabilité, faire certaines concessions,
Donc, il s'est dit que je veux stabiliser la situation. J'ai affaibli les Iraniens, comme il a dit. J'ai détruit leurs armes et leurs sites nucléaires. J'ai limité leur programme balistique. Maintenant, on va tout reconstruire. Les Qataris vont investir. Mais encore, comme je dis, ça a dû retarder les choses pour 10 ou 15 ans. Mais c'est cela qui se passe. Malheureusement, c'est la même chose en France. On a des leaders qui ont une vision à court terme, que M. Macron, M. Sarkozy ont fait la même chose. Ils ont accueilli les Qataris à l'époque pour leur investissement et leur influence. Regardez aujourd'hui que M. Macron ne souhaite pas s'opposer au régime des Mollahs. Il est très, très hésitant et on a vu la position de la France. Il n'était pas clair. Il n'est même pas hésitant puisqu'il il l'a reçu à la Giuliani. Oui, mais je vous dirais ça faisait partie des normalisations qui étaient nécessaires pour stabiliser la région. Je dirais qu'il a joué un rôle avec les Syriens. On peut dire, c'est un terroriste, etc. Mais en même temps, j'estime que les rapprochements avec ce régime étaient nécessaires pour calmer les jeux au Liban. Vous avez vu qu'au Liban, les Hezbollah n'ont pas bougé pendant cette guerre. Même si les Iraniens ont donné consigne au Hezbollah d'attaquer les Israéliens, les Hezbollah n'a pas bougé. Ça veut dire, on ne sait pas, on n'en parle pas beaucoup, mais les chrétiens d'Orient, et surtout il y a une population de 1 à 2 millions de chrétiens au Liban, aujourd'hui, ils ont une influence très importante au Liban pour stabiliser la situation économique, politique et militaire au Liban. Et ils jouent un rôle important pour essayer de créer une stabilité économique dans la région, donc qui va passer par les Saoudiens, les Libanais, les Syriens. C'est pourquoi les Syriens sont en train de stabiliser les relations avec les Libans, avec la Turquie. On oublie la Turquie joue un rôle très important aussi pour stabiliser la région. Ils font partie de l'OTAN. Les Israéliens aussi ont parlé secret avec les Syriens aujourd'hui pour stabiliser la région. Donc, au fur et à mesure, on sait bien qu'il y a des discussions avec les Saoudiens. Donc, tout cela, aujourd'hui, est dans un projet économique de développement pour stabiliser la région. Et les seules personnes, l'Iran, qu'il fallait affaiblir et détruire leur capacité nucléaire et balistique pour pouvoir faire entrer dans le jeu le régime iranien. Et c'était ça, les dernières parties du puzzle. Et j'estime que c'est ce qu'il a espéré M. Trump. C'est aujourd'hui, on va redistribuer les cartes de la région. On va donner un pouvoir beaucoup plus important aux pays du Golfe. L'Iran va jouer un rôle beaucoup plus moins important, plus passive, et ils doivent accepter cette situation. Et c'est ça ce que M. Trump a voulu vous voir. Et les seuls soucis au niveau pour la France, parce que c'est les Français qui nous écoutent, ce qui est regrettable, c'est le président français n'a pas joué un rôle important dans sa campagne. Les Anglais, qui étaient de gauche, Oui. les Allemands, M. Merz, tout le monde a joué un rôle et soutenu M. Trump dans cette campagne. Vous savez, le soutien, ça se négocie et c'est du business après. Trump, c'est un homme d'affaires. Il y a certainement des contreparties économiques. Ils vont investir économiquement dans la région. Donc, ils ont eu des promesses en contrepartie pour leur soutien. Monsieur Macron a voulu jouer seul au soutien des Mollahs. À mon avis, malheureusement, je pense qu'il y aura des retombées économiques. Ils vont perdre des marchés comme ils ont perdu en Proche-Orient des marchés. La France a perdu des marchés en Afrique de la même manière parce qu'ils ne savaient pas comment s'investir, s'allier pour protéger ses intérêts en Afrique, et on est en train de perdre nos intérêts économiques dans l'Afrique de l'Ouest. C'est la même manière. Donc, j'espère que les leaders en France, et je crois que la droite se rend compte de cela, et comme votre dernier invité a dit, il faut patienter. Je pense qu'il y aura une vague, il y aura un changement. Je pense que les gens comprennent et que c'est possible de lutter contre les islamistes, contre la gauche radicale, avec leur influence. On se rend compte que, vous voyez, LFI s'aligne avec les islamistes, que ce soit les sunnites ou que ce soit avec les islamistes chiites. Et c'est leur alliance et qu'ils sont ensemble, ils sont soutenus par cela. Il y a une commission et dans les mois à venir, on connaîtra la vérité sur ces liens, ces soutiens, et on ne sera pas
déçu par les communications qui vont être faites à ce titre. J'estime qu'on aura des choses à connaître. On subit la même chose aux États-Unis. Et ça, c'est important de faire le lien. Tout le monde pense que c'est tout seul. Vous savez, on a la même problématique à New York. New York, c'est un État des gauches, une ville des gauches. Il y a les élections locales à New York. On a un candidat radical des gauches aussi, équivalent comme la LFI, qui soutient les islamistes, qui est proche des frères, qui semble être très proche des frères musulmans, qui va certainement gagner les primaires des partis démocrates pour la ville de New York. Oui. C'est comme un élément important pour montrer les parallèles entre l'avancement des LFI dans un public des gauches et qui, peu importe cet alignement entre les islamistes et la gauche radicale, et même dans les partis des gauches américains, des tendances qui ils sont quand même favoris dans des élections. Donc, quel va être l'avenir? Et Ouais. c'est ça les luttes qu'on a pour l'avenir, c'est affaiblir ces liens entre ces personnes et communiquer sur ce sujet-là. Oui. Alors, Andy Galloz, d'après ce que je comprends, vous dites que Donald Trump, finalement, vous êtes un petit peu critique vis-à-vis de Donald Trump en parlant d'une vision à court terme dans ce qu'il a fait dans son opération en Iran, notamment, non? Moi, je suis critique, non, je dirais vision à court terme. Moi, je le comprends. Je le comprends parce que pour lui, il a affaibli les Iraniens, le régime iranien. Il estime qu'il a une visibilité sur 10 ans, 10, 15 ans, il s'est dit, je les affaiblis. Mais est-ce que laissons en pouvoir les mollahs vaut mieux pas un Mais qu'est-ce qu'il aurait régime? dû faire, Randy Galloz, alors? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire selon vous? Ouais, je ne sais pas. Il a fait un choix, vous savez. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on n'a pas. Oui, mais Il avait vous peur d'un auriez régime imaginé militaire. quoi? Il aurait pu faire quoi de plus? Parce qu'il a quand Non, même tiré sur les sites nucléaires. Ouais. et il a laissé, au départ, avant de faire cet accord, il avait dit que peut-être c'était possible d'envisager un changement de régime. Mais on sait bien que c'est pas aussi facile que cela. Et je pense que malheureusement, il n'y avait pas de militaires. À mon avis, le message a été envoyé pendant les dernières semaines, savoir s'il y avait un mouvement, une faction au sein des gardiens de la révolution ou aux armées iraniennes, qui est peut-être un coup d'État. C'est sous-entendu qu'ils ont cherché peut-être une faction au sein de la classe et des élites militaires. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à s'opposer au régime des mollahs pour reprendre la main et faire un coup d'État militaire pour renverser les régimes en place? À mon avis, il n'y avait pas suffisamment d'organisations, suffisamment de personnes en place que M. Trump a dû faire une analyse avec ses conseillers, avec ses services de renseignement, dire il n'y a pas assez de soutien, on n'aura pas un régime stable pour remplacer des mollahs. Oui. Au lieu de tout détruire, Il a misé sur la peut-être stabilité. à court terme et faire les choses. Il a envoyé un message aux Iraniens il y a quelques jours. Il faut pas oublier, il dit, on ne veut pas un changement. Il y a 4-5 jours, il dit, peut-être c'est bien de faire un changement. C'était un message aux Iraniens et aux leaders iraniens, Oui. changer des régimes. S'il y avait un coup d'État ou quelque chose, vous savez pertinemment que les Américains et les Iraniens auraient soutenu ces coups d'État. Vu qu'il n'y avait pas de mouvement suffisamment en interne, ils n'étaient pas suffisamment organisés, on ne sait pas les aboutissements internes de tout cela, mais il y avait un choix. Et je ne peux pas les critiquer, on ne connaît pas les informations, mais je pense malheureusement de garder ces régimes en place est problématique pour l'avenir. Vaut mieux avoir un leader, éventuellement un dictateur plus laïque que d'un leader islamiste comme on avait Kadhafi ou Saddam Hussein, parce que regardez Kadhafi à l'époque. Il faut revenir à la situation. On regarde, la Libye a poursuivi un programme nucléaire et des armes chimiques dans les années 80. Et les Américains ont bien rappelé aux Libyens, à l'époque, ils ont attaqué Kadhafi au début des années 80 avec M. Reagan. Oui. Il a détruit toute son armée à l'époque. Ils ont attaqué les Libyens et il est resté en place en tant que leader. Il a assuré une certaine stabilité dans la région parce qu'il a empêché une immigration des masses de l'Afrique du Nord vers l'Europe. C'est seulement après avoir fait chuter son régime qu'on a eu une masse d'immigration clandestine de l'Afrique vers l'Europe.
Donc, il a assuré ce qu'il devait faire à l'époque. Il était un homme, d'accord, un dictateur, mais il était laïque et il était un régime assez moderne. Les femmes pouvaient poursuivre des études et qui avaient certaines libertés, pas comme dans les régimes islamistes qu'on trouve en Iran. Et donc, on peut regretter quelque part, est-ce que le régime en place est beaucoup plus problématique aujourd'hui, ce qu'on a en Libye qu'on avait à l'époque avec M. Kadhafi. Et M. Kadhafi a bien compris le message. Il est resté en place, il a stabilisé la région, on peut dire, depuis les années 80 jusqu'à sa chute pendant 20-25 ans. On avait une certaine stabilité dans la région, dans l'Afrique du Nord, et il a joué ce rôle stabilisateur. Et je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas ce genre de choses. Il y a certaines difficultés au niveau politique et on souhaite des changements de régime, mais on ne sait pas comment ça va se passer et Oui. que Franchement, on a quand même l'exemple de plusieurs interventions américaines qui étaient censées justement changer le régime toujours et comment dire faire émerger des têtes moins radicales, moins islamistes. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Et, pardon, je citais la Syrie. Vous disiez qu'il n'était pas si, enfin qu'il y avait quand même une tentative de normalisation avec Al-Joulani, mais on a quitté Bachar al-Assad qui avait évidemment ses travers, mais qui avait quand même du commerce avec la Russie, etc. Et puis pour avoir un radicaliste ancien du djihad, Al-Joulani. Donc c'est vrai qu'on se demande si parfois les velléités américaines sont de normaliser, sont pas, ne projettent pas finalement ou ne provoquent pas plutôt des mises en place de régimes encore pires que ceux qui étaient là avant. Vous savez, le problème avec Assad, c'est qu'il s'alignait aussi avec les islamistes, avec les Iraniens et les Hezbollah. Et c'est ça c'est ça le problème avec Assad. Il faut pas oublier Alors, et cela. Al-Joulani, c'est pas de l'islamisme. Le problème, c'est, oui, je vous dis qu'il n'y a pas de solution miracle. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Donc, les manières que vous présentez les choses, aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est savoir, c'est entre deux mauvais choix. Et je veux dire qu'aujourd'hui, on est face à une situation que on a des islamistes en place et que et à long terme, ça va poser de problème. Je suis assez d'accord avec vous. À court terme, ils estiment qu'ils peuvent maintenir ces personnes en place, mais souvent, ils étaient instrumentalisés. Et il faut savoir que les islamistes sont aussi en place parce que ça permet de peut-être garder en place les régimes et garder un certain chaos dans la région. Je pense que on va pouvoir voir les choses, comment ils vont évoluer dans les années à venir. J'espère que le rôle va changer, mais en même temps, je suis assez confiant parce que j'estime par le pouvoir économique qu'ils vont pouvoir jouer dans la région et les Israéliens avec les intérêts américains vont pouvoir stabiliser la région. Ils auront des pouvoirs beaucoup plus importants et qu'en même temps, ça va être beaucoup plus difficile pour les forces islamistes de s'étendre et que j'estime Israël joue un rôle d'équilibre dans la région parce que on n'est plus dans l'avant de 7 octobre. Et ça, c'est très, très important. C'est qu'avant, on a laissé dégrader les relations. Ils se sont armés de plus en plus au niveau de Hezbollah, de la Syrie, etc., les Iraniens. Aujourd'hui, Israël, c'est pour son existence, pour maintenir la stabilité. Il ne va pas permettre le réarmement des groupes islamistes, des régimes islamistes. Il va faire en sorte qu'il reste en situation de contrôle limité et que les régimes restent en place, qu'ils ne développent pas des pouvoirs offensifs contre les intérêts israéliens et américains occidentaux dans la région parce que c'est dans des intérêts communs et c'est ça ce qui va se passer. Mais je suis assez d'accord avec vous et j'ai aussi le même souci que vous, c'est que toujours s'allier et faire du business avec les islamistes, que ce soit les Qataris pour les sunnites ou avec les islamistes de Mollah, et à long terme est une stratégie problématique. Donc pour moi, c'est à long terme, ça pose problème, mais comme je vous dis, c'est entre les chaos
il a fait le choix de laisser les mollahs Entre en la place peste et parce le que choléra, oui. donc, je sais que on peut pas avoir les meilleures des situations. Il a fait un choix pragmatique. Il s'est dit que pour le moment. Mais ça n'empêchera pas que peut-être dans les couloirs de pouvoir, dans l'ombre, peut-être ils vont chercher à renverser le pouvoir des Mollahs. Qui va le remplacer? À mon avis, qui va être les prochains leaders après Khamenei en Iran? Peut-être il y aura des influences. Peut-être quelqu'un sera moins radical. Peut-être que ce sera un réformiste. Ah oui, J'en sais rien. oui. Moi, je pense qu'il y aura une influence vers les réformistes en Iran. Je pense que les militaires se rendent compte que pour contrôler le peuple, ils doivent calmer les jeux. Je pense qu'ils ont beaucoup subi. Il y aura une grande purge, comme j'ai expliqué avant. Donc, je pense qu'il y a une opportunité pour les Iraniens. Est-ce qu'ils vont pouvoir les saisir? J'espère pour eux. C'est un peuple qui souffre depuis 50 ans. On peut leur souhaiter de la bonne chance. Il y aura une stabilité qui va venir dans le Proche-Orient et il faut l'accueillir quand même, cette stabilité. Il faut dire aussi merci à M. Trump. Qu'on veut ou non le régime de Mollah, il était là, il est bien enraciné dans le pouvoir Oui, en et puis Iran, donc ça on va être pourrait dire compliqué. que c'est pas forcément à nous de décider pour les Iraniens, hein. C'est vrai que jusqu'à là, normalement, c'est pas chaque pays est souverain, chaque peuple est souverain. Donc, c'est à nous de décider s'il faut un régime change ou pas. Oui, un changement de régime, pour eux, ça sera pas, ils n'ont pas d'autre façon parce que c'est pas démocratique, ce sera pas la force certainement, et c'est compliqué pour eux en Iran. Et comme j'ai expliqué aujourd'hui, les Israéliens ont essayé même d'aider. Ils ont bombardé. Monsieur Macron a critiqué les Israéliens. Ils ont bombardé la porte de la prison pour libérer les dissidents politiques, pour qu'ils puissent éventuellement agir contre le régime en place. Les Israéliens ont essayé ils envoient une radio dans la langue perse pour pouvoir envoyer des messages aux Iraniens pour se soulever. Et ils avaient déjà des éléments sur place, qui se via des Kurdes et d'autres réseaux en Iran pour les aider à essayer de renverser le régime. Donc, il y avait certainement des tentatives et des influences au sein de la société iranienne qui ont essayé de faire en sorte qu'il y ait un changement de régime. Le message, comme j'ai expliqué de M. Trump, était en ce sens-là. Ils n'ont pas pu suffisamment activer cela. Oui. Comme j'ai expliqué, les gardiens de révolution sont très enracinés. Ils ont un régime de terreur et ils ont tous peur et les militaires ne voulaient pas bouger. Et peut-être soit par l'indoctrination, soit par la peur. Il n'y avait pas une faction militaire qui voulait faire un coup d'État. Donc, on était confronté à cette situation et de négocier avec le Mollah affaibli. On a sauvé le régime, mais peut-être on aura des concessions. On va pouvoir faire des changements. Je pense qu'aussi, il faut le voir comme une opportunité. Vous savez, c'est une opportunité pour nous affaiblir les islamistes. C'est un exemple très important. Et je pense qu'il faut profiter de cet exemple pour dire, oui, il ne faut pas être fataliste par rapport aux problématiques islamistes. Vous avez vu la position des Israéliens et des Américains, ce qu'ils ont fait par rapport aux Iraniens. Et je pense qu'on a les mains de on a le destin entre nos mains, comme votre invité précédent, il a dit, si on souhaite changer notre avenir, il faut être actif. Chacun a un rôle. On peut être actif. Oui. On peut changer les choses. Et comme les Israéliens disent, après le 7 octobre, ils ont perçu ça comme la fin du monde. Non, ils sont résilients. Ils sont battus contre le Hamas. Ils sont battus contre le Hezbollah. Et finalement, ils sont battus. C'est les Mollahs de l'Iran. Les Français peuvent faire la même chose. Ils peuvent lutter. Ils peuvent avoir un changement. Ils peuvent avoir un changement de gouvernement. Ils peuvent changer leur avenir. C'est le choix des Français. Les Français en avenir, les Américains peuvent faire la même chose. Et c'est ça ce que Trump a montré, que Alors, tout est possible. j'ai quand même une dernière question, Randy Gallo. C'est justement, vous parlez des Américains et des Israéliens comme si on était sur la même ligne. Alors qu'on a pu voir, et c'est aussi ma question de départ, et puis cet extrait que je vous ai passé, Trump qui se montrait furieux contre Israël en disant je ne suis pas content du tout d'Israël. Et puis on se dit que peut-être que la stratégie qu'il a jouée était aussi, comme je vous le disais, pour un peu couper l'herbe sous le pied d'Israël, qui était peut-être plus velléitaire aussi dans les bombardements et dans les tirs contre l'Iran. Est-ce que vous le ressentez, cette tension entre les deux alliés? Pas du tout. Moi, il est obligé de publiquement jouer ce jeu d'équilibre.
entre les deux. Les Israéliens, certainement, on voulait voir la fin de cette guerre parce que pour eux, il n'y avait pas d'intérêt que ça dure longtemps parce que les Israéliens, un petit pays, ne pouvaient pas se permettre de faire une campagne militaire comme ça pendant 2 mois. Et il fallait avoir une certaine visibilité. Et en même temps, les Iraniens envoyaient les premiers missiles. Et ça, on a déjà vu avec les cessez-le-feu, avec les Hezbollah à l'époque, ils ont lancé 2 obus dans le dernier cessez-le-feu. Les Israéliens ont lancé 30 missiles sur les bases des Hezbollah. C'est la même chose avec les Iraniens. Les Iraniens et les Mollahs, ils comprennent que par la force le respect. Et bien sûr, M. Trump, vis-à-vis du public, vis-à-vis des Qataris, il voulait être équilibré, il devait dire, ça l'a énervé, mais les Israéliens sont obligés vis-à-vis des islamistes et de montrer la force. Et c'était toujours le cas. C'est-à-dire que l'écart que les Iraniens ont fait, c'était exprès pour tester les Américains et les Israéliens. Parce qu'on ne lance pas un missile balistique sans l'accord du pouvoir central des gardiens de la Révolution. Donc, à me dire que c'était un accident, ce n'était pas un accident, c'était un lancement délibéré pour tester les Israéliens. Et les Israéliens ont fait ce qu'il fallait faire. Bien sûr, M. Trump peut-être pas content pour cela, mais ça s'est calmé par la suite. Ce genre de choses se passent tout le temps. On l'a eu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des dernières batailles avant la Première Guerre mondiale en même temps, que juste avant la mise en place et la prise d'effet de cessez-le-feu, il y avait des batailles importantes jusqu'à la dernière minute. Là, il y avait des échanges de feu entre les parties pour dire aussi, pour des prises de position, c'est une guerre psychologique. Il faut savoir que la fin de la guerre était une guerre psychologique. C'est celui qui se montrait le plus fort. Donc, les Iraniens voulaient lancer un dernier missile. Les Israéliens ont dit non, vous n'allez pas lancer le dernier missile. Donc, ils ont lancé peut-être une attaque la plus puissante pour leur montrer, ne faites pas ça à nouveau. Et ça a énervé M. Trump. Mais c'est un message important que les Israéliens doivent renvoyer en permanence aux islamistes, que ce soit les islamistes sunnites ou les islamistes Vous voulez dire un message de force, un message de nous sommes supérieurs à vous en force. Voilà, et c'est difficile, je sais, pour M. Trump, il peut faire passer à science peut-être avec M. Netanyahu, mais il comprend les enjeux et il comprend et il respecte M. Netanyahu pour cela. Je veux dire qu'il faut le dire, c'était cette attaque militaire sur le site nucléaire, on n'aurait pas pu se passer sans cette grande amitié entre Israël et les États-Unis. Je veux dire qu'ils ont des désaccords, c'est une chose, mais il y a un grand respect pour les forces armées israéliennes qui ont pu dominer les islamistes et les régimes des Mollahs, les Hezbollah et sur 7 fronts. Israël devait mener une guerre sur 7 fronts. Donc, ils ont pu gagner cette guerre d'1 an et demi contre les islamistes. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important pour M. Trump. Et il voulait voir une stabilité, comme j'ai expliqué. Et ça, il ne faut pas oublier, M. Trump est à la haie. Et il y a les G7. Oui. Et c'est cela, il devrait préparer les terrains pour ces négociations avec Zelensky. Zelensky, on ne le dit pas, ça c'est important, qu'il devait avoir des discussions par rapport à la guerre avec les Russes. Il a suspendu, annulé ces discussions avec les Russes. Zelensky dit je remets mes discussions suite à mes entretiens avec le président Trump. Donc, il souhaite voir quelle est la position de Trump. Donc, aujourd'hui, on voit bien que la posture de Trump était importante par rapport à ces négociations au sein de la G7 et savoir comment il allait poursuivre ces discussions par rapport à la Russie, par rapport à l'Ukraine et ses alliés en Europe avec l'OTAN. Donc, j'estime que c'est cela qui l'a énervé parce qu'il veut avoir une situation calme pour se concentrer sur l'avancement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et veut dire, vous voyez, j'ai trouvé la paix, maintenant attention. Donc, je pense qu'on aura quand même des avancées assez intéressantes et des échanges intéressants aujourd'hui après les réunions des G7. Et on va pouvoir avec du recul... C'est plutôt de l'OTAN. Enfin, oui, c'est au sommet de l'OTAN, là, aux Pays-Bas. Excuse-moi, c'est pas le sommet de l'OTAN, c'est l'OTAN, excuse-moi, c'est pas le G7. Oui. C'est le sommet de l'OTAN, c'est ma correction, excuse-moi, vous avez raison. C'est le sommet de l'OTAN et c'est à ce titre-là qu'il intervient. Et il y a aussi les Erdogan et les Turcs qui vont être là. Ça va aussi jouer un rôle important. La Turquie, on n'en parle pas aussi souvent, qui joue un rôle pour stabiliser la région. Donc, que ce soit... Donc,
on va voir, suite à cette discussion, comment les choses vont évoluer. Et j'estime qu'il voulait avoir cette plume dans son chapeau pour y aller à cette réunion, pour dire, voilà, j'ai bombardé, j'ai négocié un cessez-le-feu, maintenant, ça suffit. Et venir en force à cette réunion pour pouvoir négocier avec les Ukrainiens et les Russes, et avec ses alliés aussi. Ouais, Vous ouais. savez, c'est la position de force, c'est aussi d'imposer sa volonté aux ses alliés qui sont problématiques parce que Trump a du mal à gérer ses amis européens et la direction de sa politique pour mettre fin à cette guerre avec les Russes. Après, on va voir. Et un jour chaud, un jour froid, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple pour lui. Et on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Mais pour lui, c'était certainement important pour qu'il y ait la paix et un cessez-le-feu avant d'y arriver. Eh bien, merci beaucoup, Randy Gallos, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous suivez ça de près, puisque vous êtes franco-américain et que vous êtes surtout président des Républicains Overseas en France, donc le parti de Donald Trump. Et donc, vous suivez tout ça de très près, sa politique et comment eh bien, interpréter aussi ces différentes coups de chaud, on va dire, et prises de position qu'on a pu entendre et suivre ces derniers temps, notamment autour d'Israël et de l'Iran. Merci encore, Randy Gallos. Merci à vous tous. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.